bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby et je suis très content d'être là avec notre deuxième ligne de 2 mètres, c'est monsieur Théodore de Saint-Rémy. Salut Théo. Et oui, c'est moi, salut Thierry, je suis très content d'être là aussi. Évidemment, j'ai la patate puisque les Bleus, ce week-end, ça a encore été ça, ils ont été au rendez-vous. Exactement, et rendez-vous en 2 matchs, on va parler de tout ça après. Notre cher Charlie n'est pas encore là avec nous, il va revenir plus tard parce que lui, il joue toujours par rapport à nous qui ne jouent plus. Et toi, mon cher Théo, tu as joué à quel niveau au niveau de rugby ? Oh, moi j'ai joué un petit peu à tous les niveaux, mais le niveau le plus haut où j'ai joué, c'était la Pro D2 de l'époque, avec le Racing. Et puis avant, j'avais joué un petit peu en l'équivalent peut-être de Fédéral 1, ça s'appelait le groupe B. À l'époque, je ne demande pas pourquoi. Et puis, j'ai fini au PUC en Fédéral 2 également, donc pas très loin du niveau auquel joue Charlie aujourd'hui. Ah bah superbe, superbe. En fait, un petit truc, je suis pas sûr si tu savais, mais en fait, j'ai joué sur tous les niveaux de foot américain. Élite, pro, dans la division 2 et la division 3. Mais tu n'as pas joué en NFL, Thierry, quand même. Non, quand même pas. Hein. Ni dans le niveau universitaire non plus, hein, parce que c'est quand même de haut niveau. Mais, est-ce qu'il y a une grande différence entre ces niveaux ? Est-ce que tu avais vu les grandes différences quand tu y jouais ? Oui, moi je dirais, c'est au niveau des épaules, après des matchs, en fait, élite, ça fait en 2 jours avant que mes épaules reviennent en normal. En Pro D2, c'est 1 jour, et normalement, en Division 3, ça va, après le match, un petit jour et demi, en demi-jour, cette journée, ça va aller. Mais franchement, quand j'ai joué en élite, ça faisait quand même bien mal comme il faut. C'est un bon test. Allez, en parlant de NFL, il y a Tom Brady et en ce moment en Allemagne, ce week-end à Munich, apparemment, il aime les forêts noires et tout ça parce qu'il a gagné contre les Seahawks 21-16. Mais avec quelle équipe ? Avec Tom Brady, il joue avec les Buccaneers. Donc là, ils sont avec les Buccaneers en tournée en Europe ? Voilà, ils sont en Allemagne en ce moment. Parfois, ils font des tournées en Allemagne, à London aussi. Et je sais pas, peut-être ils viendraient bientôt à Paris, on sait jamais. Tout à l'heure, figure-toi que moi, en préparant notre petite émission, j'ai jeté un œil au match des Vikings contre les Bills. Les Vikings ont gagné. Ah bon, c'est étonnant parce que les Bills sont très forts cette année. Ouais, 33-30, mais tu vois. Ça te fait du bien. Et écoute, en parlant de USA, il y avait quand même USA Rugby. Il reste une dernière place pour le Coupe du Monde l'année prochaine ici en France. Et ça va se jouer entre Los Lobos, l'équipe que tu aimes bien, toi, parce que tu as des connaissances là-bas, qu'ils ont battu Kenya 85-0. Et là, il y a les USA Eagles qui ont battu Hong Kong 49-7. Donc, qui va gagner, selon toi, cette dernière place pour le Coupe du Monde ? Est-ce que c'est un loup ? C'est un loup contre un aigle ? Laquelle va gagner, le loup ou l'aigle ? Alors, je te remercie parce qu'on a des auditeurs absolument au Portugal qui sont bien sûr des fans des Lobos, mais qui sont aussi des fans de l'équipe de France. Donc, on les embrasse. Hein. Il s'appelle Arthur et son papa Renaud. Ce sont nos auditeurs du Portugal. Malheureusement, je crains que ce soit dur pour les Lobos de passer l'obstacle américain. Mais moi, j'aurais bien sûr une petite préférence pour les Lobos, pas du tout parce que j'aime pas l'équipe américaine, Thierry, mais la Coupe du Monde en France, avec l'équipe du Portugal à la Coupe du Monde, il y a une grande communauté portugaise en France, ce serait quand même génial pour tous les Portugais de France d'avoir os Lobos à la Coupe du Monde. J'ai un peu peur que ce soit dur pour eux de passer l'obstacle américain, mais c'est déjà fantastique d'être à la finale d'accession. Ouais, ils sont à la porte, ouais. J'ai le même sentiment que toi, que tiens, ça serait sympa pour cette grande communauté portugaise, mais en même temps, ça serait super important pour les États-Unis, comme ils vont recevoir d'ici dizaine d'années les Coupes du Monde, ça serait plutôt pas mal qu'ils sont présents dans ce Coupe du Monde-là, quoi. Donc, on pourrait peut-être prévoir, nous, un voyage avec le pack de potes à la Coupe du Monde aux États-Unis, sur les traces de ton passé américain, Thierry. Maintenant, toi, l'américain devenu français, le plus français des Américains, le plus américain des Français, je ne sais pas. On pourrait louer, tu vois, un van comme ça. On en prendrait un quand même pour nous deux et un autre pour Charlie. Je pense que ce serait plus prudent.
Et ensuite, on parcourrait les États-Unis avec les couchers de soleil. On passerait dans le Grand Canyon, sur les lacs Michigan et tout. Et on commenterait des matchs de rugby pour la Coupe du Monde 2040. J'ai un truc comme ça, j'ai une vision. Ouais, dans tous les cas, tu me donnes envie. Il faut juste faire un petit appel aux sponsors. Hein. Donc, si vous êtes en train d'écouter nos chers sponsors de l'avenir, n'hésitez pas à nous contacter à pactepot@gmail.com et sur tous les réseaux sociaux, bien sûr. Hein. Allez, on passe rapidement en Rugby League parce qu'on a eu notre ami Tony Dugan qui est passé plusieurs fois pour parler de ce Coupe du Monde qui se passe en même temps. En fait, il y avait un gros upset, comme on dit aux States. Il y a Samoa qui ont battu, déjà ils ont battu Tonga dans les quarts de finale et là ils ont battu England dans des demi-finales. Donc ils passent à finale contre Australie. Donc c'est un truc de fou. La Samoa qui gagne. Si tu imagines que par hasard, c'était pas mon pronostic. Ah oui, en fait, c'est vrai. S'il te plaît. Oui, exactement. J'avais mis une pièce sur les Samoans, moi. Voilà. Donc récupère maintenant et peut-être récupère la semaine prochaine parce qu'il sera en finale. Tu imagines si le Samoa il faisait la même chose dans la Coupe du Monde à 15, ça serait génial. Fantastique. Oui, les Samoa, c'est comme toutes ces équipes des îles hein, qui ont donné tant de joueurs. Quelle grande fierté, on imagine, aux îles Samoa d'avoir vu cette victoire. En plus, contre les Anglais, que tout le monde déteste. Pour accéder à la finale. Oh, les pauvres Anglais. Il faut qu'on soit gentils. Je sais pas. Est-ce qu'il faut qu'on soit gentil avec eux? Je sais pas. Non. On adore les détester. C'est ça, en fait. Oui, c'est ça. OK. Bon, c'est un petit truc en commun entre les Américains et les Français. Et, allez, si on parlait un peu des choses qui donnent à se rire, en fait, comme c'est une Movember, en fait, il y a une soirée Mot-Jalais. Et ça se passe dans un bar, plusieurs bars, qui s'appelle No Scrum, No Win à Paris. Donc, c'est le 17 novembre. Donc, le Mot-Jalais sur Movember, je trouve ça plutôt une bonne idée. Oui, alors c'est vrai que le Beaujolais, moi j'aime beaucoup le Beaujolais. J'aime moins le Beaujolais nouveau qui est devenu un truc un peu commercial avec un goût parfois un peu atypique. Donc, à la limite, vaut peut-être mieux l'appeler le Maujolet. Comme ça, tout le monde gagne. On passe un meilleur moment. Et tout le monde aussi peut dire le mot Thanksgiving au lait parce que c'est bientôt Thanksgiving, juste un petit. C'est aussi bientôt Thanksgiving. On reste. Alors, pour la semaine pour le prochain épisode, Thierry, tu me feras le plaisir de nous citer les 9 appellations de la zone du Beaujolais. Ouh là là! Tu verras, tu chercheras. C'est charmant, okay. Mais en fait, j'y connais un peu parce que j'habite à Lyon, donc je pense que de tête, je peux nommer au moins 3. Donc, je suis comme américain, je suis assez fier. Pour un américain, c'est magnifique. C'est pas mal. Allez, rapidement, avant de passer à tous nos matchs, il y avait Monsieur Ruzigby qu'on a invité sur notre émission qui a gagné un prix littéraire de la Biblioteca. Meilleur livre de rugby de l'année. Donc, allez le voir sur Facebook. Il a un énorme following là-bas. Si tu aimes le rugby un peu roots, le rugby amateur, c'est vraiment pour vous. Allez, maintenant au menu, on a des gros impacts, des grandes équipes et bien sûr le ballon ovale. On y va. Terrain 10. Allez, on y va pour ce final et match de 3e place pour ce Coupe du Monde féminine. C'était 4h30 du matin pour démarrer, c'était ce samedi, France-Canada. J'ai fait un peu de recherche quand même sur cette équipe de Canada et je suis maintenant au courant que le numéro 2, le numéro 8 et le numéro 10, ils sont quand même à un niveau mondial et on va voir ça sur le terrain parce que c'était bien le cas. Côté français, c'est Fall qui commence par plaquer tout le monde et Pauline Bourdon qui a envie de bien jouer. Match assez équilibré, mais aussi c'est notre défense qui brille. Joli 50-22 par Boulard et un super essai par Madame Fall. So far, so good et chat secoue ses adversaires avec des jolis plaquages aussi. On gagne ce match avec notre jeu de pied pour l'instant. 23 minutes, joli percée de Vernière, temps fort pour des Bleus, mais ça ne paye pas. 27 minutes, c'est les Rouges qui sont chez nous, dans notre 22, mais ça ne paye pas pour eux non plus. Notre défense est assez zen. 35 minutes, c'est à nous, Bourdon, Drouin, Vernière et à Bourdon pour un très très joli essai. Et juste avant la mi-temps, touche pour nous dans les rouges 22. On pousse et on passe et Bourdon, Drouin, ménagère, essaye. 22-0 pour le mi-temps. Si je ne l'ai pas dit encore, Drouin a fait un super match au niveau de son jeu de baie et de passe et de défense.
TE commence bien le deuxième mi-temps avec un essai tout de suite, 29-0. Grosse séquence pour les rouges, mais notre défense bloque tout pendant 10 minutes ou presque. Coucou, ça fait NDI qui est entré en jeu pour son 91e sélection. On est dans notre 22 et c'est les duos des sœurs ménagères qui nous remontent les ballons jusqu'à the first yard line des rouges à eux deux. Et après 12 phases, c'est le 11 Marine Manager qui marque l'essai. Allez, le match est déjà fini à 60 minutes. Malgré un carton jaune de Vernière, notre défense ne laisse pas passer les rouges. On finit 36-0 pour un joli troisième place. Moi, j'ai déjà beaucoup parlé, Charlie. Dis-nous ton avis. Bah écoute, moi, en vrai, je l'avais dit la semaine dernière, je savais que ces Bleus avaient à cœur de terminer cette compétition de la plus belle des façons. Elles s'étaient remobilisées très vite après leur défaite de la semaine dernière vers ce match-là. Et mission accomplie, quoi. Tu vois, on repart sur un podium. Malheureusement, c'est pas la première des troisième places que cette équipe de France prend. On espère meilleur pour la suite, mais au moins, on finit sur une victoire, sur une belle note, et on dit au revoir. J'allais dire adieu. On dit au revoir à des grandes qui ont joué avec nous. Moi, je pense particulièrement à Marjorie Mayans, qui est un sécateur absolu, qui a fait de la troisième ligne, qui a fait du centre, et qui s'en va, qui a annoncé sa retraite internationale sur ce match en tout cas. Voilà, c'est une belle fin pour une belle compétition, et elles se sont pas échappées. Oui, ce qui est sympa aussi, c'est que finalement finir à la troisième place, mais en ayant perdu que d'un seul point contre, je ne vais pas dire quelle équipe, mais l'équipe qui a gagné finalement le suspense reste entier. La finale et donc le titre, c'est aussi une petite consolation. Et puis dans ces deux équipes qui se sont affrontées en finale, nous on avait quand même une petite préférence. Donc on avait parlé. Moi, je trouve ça super important, en fait, ce match, parce que si tu te souviens de la France-Argentine, il y avait ce match-là pour la troisième place pour les hommes, je sais pas quelle Coupe du Monde, et en fait... 2007. Ah, c'était horrible, en fait, ce match-là, parce qu'on a perdu mais tous les moyens, et on a perdu... C'était juste un match, mais hyper match. Et en fait, je pense qu'il y avait des séquelles assez importantes par la suite, parce qu'en fait, on a perdu toute nos confiances. Et ce match-là, en fait, c'était ma doute la semaine dernière. Est-ce qu'ils vont être capables de reprendre? Parce qu'il y avait Canada qui, quand même, bon, il y a une différence entre niveaux, mais Canada qui a vraiment fait face à l'Angleterre. Je me disais, tiens, si ils n'arrivent pas à remonter la pente, ça va être un peu dur pour les années qui suivent. Et à 36-0, et c'est le 0 qui est super important. Là, ils vont partir sur les prochaines, tous les prochains matchs. Ils vont dire, OK, c'est bon, on a perdu un match, c'est pas contre les gagnants, comme tu as dit, mais en fait, on n'a pas reperdu derrière, et on a vu un 36-0. Et ça, c'est super important. Juste par rapport à la référence que tu as faite sur 2007 et sur l'Argentine, c'est pas du tout la même. C'est-à-dire que en 2007, je pense, se sentait gagnant. Je pense qu'on était pas mal. On sort d'une demi-finale qu'on a d'ailleurs revoyé nos épisodes précédents qu'on a commenté sur une demi-finale contre les Blacks où ça se passe, on est en confiance et tout, et en fait je pense que contre l'Argentine on était arrivé avec un capital confiance beaucoup trop fort et on a vraiment dégringolé. Là dès la semaine dernière déjà, moi je parlais de l'état d'esprit des Bleus qui était formidable, où en fait dans la demi-heure qui a suivi la défaite, elles étaient déjà en train de penser à la troisième place, elles étaient déjà actées sur le match d'après, c'est-à-dire que elles voulaient finir sur une victoire et vraiment elles l'ont fait, et je pense que mentalement c'est vraiment pas comparable. Je pense qu'elles ont été très très fortes mentalement là sur ce coup. Ouais, donc bravo à nos Bleus, et aussi bravo à Canada aussi, parce qu'apparemment j'avais écouté la version anglaise de cette émission-là. En fait, ils disaient qu'il y avait beaucoup qui ont laissé des jobs derrière, qu'ils ont laissé des départements derrière, parce qu'en fait ils étaient là pour vivre cette aventure. Ils sont bien sûr encore amateurs, pas mal des Canadiennes, donc grand bravo à elles, et à très bientôt pour la prochaine Coupe du Monde. Allez, si on passe à Nouvelle-Zélande-Angleterre, 2 essais pour les Anglaises très vite, notamment la première de 3 pour Madame Cocaine, 14-0 pour les Anglaises à 17 minutes, et c'est Lydia Thompson qui fait un carton rouge, high tackle, et ça change tout. Ça change tout parce que carton rouge, mais aussi, donc ça veut dire que les Anglaises vont jouer à 14, bien sûr, mais aussi c'est le leader de Nouvelle-Zélande qui sort, c'est Portia Woodman, qui a été plaqué et qui doit sortir, mais sa remplaçant, Letia Dia,
désolé pour la prononciation, elle va être super importante avec 2 essais qu'il va marquer dans ce match. Penalty Maul, essai direct par les Black Ferns à mon réponse. C'est suivi par un Maul essai par les Red Roses. C'est 19-7 à 21 minutes. Et maintenant, ça devient 19-14 à 25 minutes. Ça bouge très vite ce match. Maul et essai encore par Amy I Can't Feel My Face Cocaine. Et même chose 10 minutes plus tard avec les Black Ferns. Angleterre mène quand même 26-19 pour le mi-temps. Stacey Fleur, il n'y a rien qui rime avec Fleur, mais pas grave. Elle marque un essai mythique pour le démarrage de deuxième mi-temps. 24-26 devient 29-26, 8 minutes plus tard. Mais c'est Amy Say Hello to My Little Friend Cocaine qui marque encore. Angleterre passe devant 31-29 et ça reste comme ça pendant un bras de fer de 20 minutes. 9 minutes avant la fin, c'est encore Letty, les gars, qui la remplaçante pour repartir à Woodman, qui marque son deuxième essai, 34-31. Et ce qui suit, c'est vraiment le Muhammad Ali contre Joe Frazier du rugby féminine. Mais the champ stays the champ, la championne reste la championne. Et malgré un adversaire vraiment inarrêtable, c'est les Black Ferns avec la victoire. La machine anglaise est stoppée net. Oui, le seul truc que je trouve triste dans cette issue, c'est que elle est acquise avec un carton rouge et donc une infériorité numérique sur tout le match. Et moi, je trouve ça toujours triste dans les matchs coup près, quand il y a un carton rouge qui déséquilibre forcément un petit peu la partie. Et je trouve que la déception des Anglaises là-dessus doit être quand même très grande. Et je trouve ça toujours un peu malheureux, mais il était sans doute justifié. Voilà. Et c'est pas Je te rejoins là-dessus sur le fait que ça gâche un peu les matchs, c'est-à-dire que et souvent tu as été l'avocat de cette théorie, c'est qu'il y a un moment quand tu es à un niveau professionnel, il y a des choses que tu peux plus te permettre, quoi. Donc oui, le carton rouge gâche le match, mais il y a un moment il y a des actions qui sont pas pardonnables à un niveau professionnel et c'est bien de les sanctionner. Moi juste je voulais revenir j'étais moins impliqué dans ce match-là que dans le match des Françaises. Et évidemment, ça me regarde un peu moins. Notre prono de la semaine dernière a été respecté. On est content que les Anglaises perdent. On est content que la Nouvelle-Zélande gagne. Juste sur cette Coupe du Monde en général, je voulais juste revenir sur un truc, c'est que là, sur cette finale, le nombre de spectateurs pour un match de rugby féminin a été battu. Le record du nombre de spectateurs de rugby a été battu. Et je trouve vraiment, la France-Nouvelle-Zélande en demi était vraiment un match de haut niveau. Cette finale aussi a été à la hauteur de ce qu'on en attendait, parce que quand même, les Néo-Zélandaises qui étaient chez elles, qui réceptionnent et qui veulent, évidemment, montrer que c'est le pays du rugby face à des Anglaises qui sont très très fortes, qui dominent le rugby féminin depuis très longtemps. Cette finale a été à la hauteur et dans tout ce que ça entoure, je trouve ça formidable en fait que le rugby féminin ait pris une telle proportion en fait. Voilà. Et record de spectateurs battus, formidable, génial. Il y a eu au moins une vraie effervescence autour. Et voilà, ça a été très beau, il y a une progression. En tout cas, mon cher Charlie, je te rejoins. J'ai passé un super moment et merci beaucoup en fait à Yannick Corsen aussi qui a passé beaucoup de temps avec nous pour parler de tous ces matchs. C'est vraiment gentil de sa part et j'ai adoré de regarder ces matchs. Et bonne chance pour la suite pour les Anglaises. Il faut dire quand même parce qu'en fait la prochaine Coupe du Monde ça va être chez elles et donc ça risque de sentir un peu la victoire des Roses en Angleterre en 2025. Mais une chose c'est sûre, je pense qu'on va être là pour couvrir tout ça, en parler de rugby féminin. Pour moi, c'est un given, comme on dit en anglais. C'est given. Oui, non, c'est sûr. Par contre, on leur souhaite une meilleure réussite que la dernière fois que les Anglais ont été accueil d'une Coupe du Monde de rugby. Ça leur a pas trop réussi. On souhaite une meilleure réussite aux féminines que le masculin l'avait fait en 2015. Et moi, j'ai trouvé aussi le calendrier des futures Coupes du Monde féminines. Figure-toi que en 2033, Thierry, ce sera aux États-Unis. Et voilà. Ça va être que du beau, ça va être génial. Et oui, et aussi un petit clin d'œil à Monsieur Wayne Smith, qui est le premier coach qui a coaché un Coupe du Monde pour les hommes et pour les femmes. Donc bravo à lui, Monsieur Wayne Smith aussi. C'est quand même assez sympa comme chose à faire dans la monde de rugby. C'est très sympa. Bravo à lui.
Allez, on reste en France, on va dire, on reste sur des équipes françaises, on passe direct à Marseille. Marseille est au bloc pour ce match contre Afrique du Sud. C'est la première rencontre avec ces World Champions depuis 4 ans. Les anthems, c'est très beau. On espère que le rugby ce soir, ça va être le même. Bah, ça va être plutôt très très saignant comme un bon steak. Allez, ça démarre avec des jolies percussions dures de nos bleus et un Faf de Clerc qui est un peu agité. Faf qui nous donne la première pénalité 3-0 à 2 minutes. Quelques en avant plus tard, mais aussi quelques flashs de vitesse par nos bleus, Pono à droite et Ntamak à gauche. Mais les arrières Sudaf aussi, ils vont vite et j'aime pas les longs coups de pied directement vers Colby et Ardesen. Ça me va pas trop bien. Et puis, il y a Dutoit qui fait un geste hyper moche sur le nouveau papa, Jonathan Dante, tête contre tête. Wayne Barnes est très fâché et donne un carton rouge direct très facile. Entrée de Makulu alors. Beaucoup d'émotions dans ce match et difficile pour les deux équipes de se concentrer. Ramos calme tout ça avec un pénalité. Maintenant, on est à 6-0. Et voilà, 20 minutes, grosse séquence des Bleus. Essai série bye, mais je pense que c'est presque tout le monde sur les Bleus qui ont touché le ballon dans cette attaque. Mais il y a aussi un peu de casse partout. Il y a Flamand et Antonio qui sont en commotion cérébrale. Bye est blessé aussi. Afrique du Sud, c'est comme des éléphants devant. Essaie de Colissi dans un moment d'inattention. 13-10, toujours pour nous. Deuxième mi-temps, toujours assez rugueux. Adrit stoppé net et Colby dit « sit down » à Jelonche. Colby a d'ailleurs un très bon match au pied avec quelques pénalités. 16-13, extrêmement proche. Ramos nous donne encore un peu d'espace et avec un pénalité. 47 minutes, Faf joue très vite et on est sous pression. Passe à pied pour Colby et qui s'est fait renverser par notre Dupont à durée. Carton rouge, rien à dire, c'est complètement normal. Les émotions sont au maximum à 50 minutes. On est 14 contre 14, c'est 19-13. Et c'est le numéro 11 RDC qui marque dans le coin face à Jelonche. C'est eux qui mènent maintenant. On a l'impression qu'on recule sur tous les impacts. 19-23 à 55 minutes. Une opportunité pour nous grâce à l'impression de Woki sur un coup de pied. On avance, mais on ne prend pas l'essai. C'est plutôt un penalty de Ramos. 22-23, on approche. Réponse immédiate des Springboks. Ardense dans le coin, mais bouclé par Makulu, qui a fait plutôt un bon match, remplaçant Dante. Pénalité contre Maktou, par contre, juste après, parce qu'il s'est soulevé d'un blocage fantôme. 26-22 avec 15 minutes à jouer. Ma Pimpy My Ride nous fait peur sur le côté. 69 minutes, notre Moll secoue les Springboks. Carton jaune contre eux. 14-13 maintenant. Makalou sur le côté, mais non, 2 minutes plus tard, c'est le pilier remplaçant Falatea qui marque un essai monstrueux, mais aussi un peu douteux, parce qu'il me semble qu'il a fait en 2 mouvements. Mais heureusement, ils ont perdu la contact avec le TMO du jamais vu. Merci l'équipe technique de Marseille. Ramos nous mit pas à l'abri parce qu'il rate la transformation, pas trop grave parce qu'il arrive à marquer un penalty quelques minutes plus tard, 30-26 pour ce match absolument fou. On a gagné le 12e match à la suite et la première contre l'Afrique du Sud depuis, il me semble, 13 ans. Avant toute intervention, je voudrais juste te remercier pour ce Ma Pimpy My Ride. C'est quand même à noter par rapport à toutes tes petites vannes. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire qui n'a pas déjà été dit sur ce match, en tout cas juste après pour les gens qui l'ont vu. Alors j'étais pas dans le stade, je fais pas le tour de France de tous les stades où joue l'équipe de France, mais franchement, au-delà de ce que tu racontes, quand même, sur l'engagement physique et sur ce qu'est le rugby quand se jouent des matchs comme ça, c'était un truc de dingue. C'est-à-dire que on est quand même un peu à la limite, je pense, de ce que peut permettre notre sport, et je vois pas bien comment les règles peuvent interdire, à part les fautes lamentables, celle de Dutoit est quand même hallucinante. C'est un coup de tronche des années 60, quoi. C'est un truc de malade. On peut plus, enfin, c'est complètement improbable. Je sais pas la suspension qu'il va prendre, mais je pense qu'elle va être solide quand même, parce qu'en plus, visiblement, Jonathan Danty, il a quand même une fracture du plancher orbital, donc il va être out pour plusieurs semaines à minima.
Quoique ce sont des blessures qui se remettent relativement rapidement, je crois, mais j'ai quand même été, moi, très, très frappé par l'intensité du combat physique de ce match. Je trouve qu'on a vu une équipe de France très différente de celle de la semaine dernière, notamment dans l'engagement, justement, parce qu'ils ont répondu présent. Ils ont souffert plusieurs fois sur les mauls défensifs, mais ils ont su en revanche faire quelques mauls offensifs qu'ils n'avaient pas fait la semaine dernière. Donc ça, j'ai trouvé ça top. Et pour moi, la clé de la victoire, si je peux en donner, 3, la performance des Français en touche, et en particulier en touche défensive, où ils ont piqué plusieurs ballons clés. Ça a fait très mal aux Sudaf qui sont pas habitués à ça parce qu'ils ont d'habitude, ils basent leur jeu sur une conquête en général effectivement très puissante et très très efficace. Ensuite, je trouve que la capacité à nouveau de Ramos à prendre les points et le réalisme des Français dans la première mi-temps, où à chaque fois qu'ils sont rentrés dans le camp finalement des Bocs, ils repartaient avec 3 points au minimum. L'essai de Baye après le petit coup follet de Penaud était juste top. Et puis enfin, troisième truc, cette capacité qu'a cette équipe à ne pas renoncer quand elle est menée dans les 5 dernières minutes et à se dire on va aller se le faire, quoi. Et plus ça va, plus à chaque fois ça devient le scénario. Je dis quand même attention, parce que en faisant ça, on joue quand même avec le feu, quoi. Là, ça tombe, la pièce, elle tombe du bon côté depuis plusieurs fois d'affilée. Statistiquement, si t'es mené à la 76e, tu peux pas gagner 100% de tes matchs non plus, quoi. Ce serait quand même dommage que ce soit en quart de finale ou en demi-finale de Coupe du Monde. Donc je trouve que, évidemment, on peut être que admiratif et puis content de cette victoire, mais voilà, j'ai un petit quelque chose là-dessus qui me fait penser que j'aimerais bien qu'ils apprennent aussi à gagner des matchs un peu plus tôt, quoi. Alors, je te rejoins complètement là-dessus sur le fait que il y a un scénario de ce match qui était quand même merveilleux. Mais justement, moi, il y a un moment dans ce match, je pense que c'était autour de la 60e, où je me suis dit, putain, quelle équipe, quoi. Putain, quelle équipe. Très souvent, tu nous fais part de ce que tu appelles l'efficacité anglaise, où les mecs veulent tuer les matchs et tout. Et où nous, c'est vrai qu'on avait pendant très longtemps, on n'a pas eu cet instinct de tueur, en tout cas en tant qu'équipe. Mais genre, on lâche rien. C'était un match très sale. Hein. C'était un match très dur, très sale. Non, mais vraiment, c'était un match de gros. Hein. On est tous les trois d'accord là-dessus. Ça, moi, j'en veux pour pas. Mais vraiment, la première minute, ce qui nous amène à la première pénalité qu'on marque, il y a Ramos, Antonio, Danti qui sont concernés à chaque fois à des points de contact. Et dès le début, mais vraiment dans les premières secondes, à chaque contact, on leur a dit bonjour, vraiment. Hein. On leur a dit bonjour. Ah, vous êtes les Sudaf. Ah, vous êtes forts physiquement. Eh ben bonsoir. Il y a une équipe en face. Ça a été très violent dès le début. J'en reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure. Je pense vraiment que les Sudaf étaient arrivés mentalement énervés, quoi, par rapport à leur semaine passée. Mais vraiment, la faute de Dutoit. Mais la faute de Dutoit, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas vu une faute aussi grave, en fait, je trouve. C'est-à-dire une agression délibérée avec un déblayage au ras du sol comme ça, sans réfléchir à ce qu'il y a en face, en arrivant tête baissée. Pour un joueur qui a été meilleur joueur du monde, je le rappelle, après la Coupe du Monde 2019, quand même, c'est un immense joueur. Hein. C'est un gars qui fait 2 mètres, mais qui joue 3e lignelle, qui a ses qualités absolument extraordinaires. Ça révèle aussi qu'ils ont quand même un petit peu manqué de maîtrise et de contrôle sur ce début de match. Juste un petit truc, donc moi je regarde un peu sur tous les différents médias, donc en fait il y a les fans de Sudaf qui disent non, en fait il était poussé par derrière, c'est pour ça qu'il est tombé comme ça, et en fait il y a déjà une vidéo sur YouTube qui a je sais pas combien de milliers de vues par un Sudaf qui dit mais Wayne Barnes qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il lui donne l'essai à la fin, tu vois, celle qui quand même il y a un petit peu de grimpage, j'ai l'impression à la fin, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cela? Mais je trouve ça marrant que vite fait il y a déjà des vidéos Sudaf sur YouTube par rapport à ce match là. Je voulais y revenir parce que bon, tu parles de carton rouge ou de Ramos qui peut être cité et tout. Bon, ça c'est des faits de jeu. Mais en vrai, hein, je suis supporter français. Je suis ravi de ce match. Vraiment ravi de ce match. C'était fort et tout. Mais notre dernier essai est refusable. Complètement. Il est refusable, ouais. Ah mais vraiment. Moi, j'étais. Je passe le bonjour au Edfields Pub. Donc j'ai vu ce match. Je suis parti pisser à ce moment-là, quoi.
C'est-à-dire que vraiment, je me suis levé, j'ai dit, tout le monde regardait la télé, j'ai dit non mais les gars, vous inquiétez pas, il va être refusé, t'inquiète pas, c'est bon, je peux. Je reviens, il est accepté. Vraiment. Ouais, mais admettons qu'il était refusé cet essai. Charlie, n'oublie pas de quelle équipe on parle. On en aurait marqué un autre. Ils ont un côté, quand ils sont comme ça en ce moment, cette équipe-là, avec cette équipe de titulaires, ce banc des remplaçants qui ne sont pas des doublures, qui sont juste soit des titulaires bis, soit des mecs qui rentrent et qui remettent le feu quand l'autre sort. Excuse-moi, mais Movaca, la rentrée qu'il fait sur les mauls offensifs qu'on met en fin de match, où il est en mode petit train, comme il marque les 2 essais l'année dernière contre les Blacks, mais il me fait rêver. Donc, si celui-là avait été refusé, on aurait gagné quand même. Tu vois, donc les journalistes peuvent la boucler. C'était écrit qu'on allait gagner. Ils s'étaient mis je te rappelle qu'à ce moment-là, ils sont 13. Ils ont pris un jaune. Ils jouent les 10 dernières minutes à 13. Donc, pour moi, c'est un épiphénomène, en fait, cet essai refusable, comme tu dis, mais je partage ton avis. Ce qui est assez intéressant dans ces 2 derniers matchs, en fait, c'est pas nos stars qui ont gagné les matchs. C'est pas Ntamak, c'est pas Dupont, c'est pas nos alliés. Oui, ok, il y avait Penaud en Australie, mais en fait, c'est une équipe générale, en fait. C'est une équipe générale qui a gagné les matchs. C'est pas un seul personne qui a gagné. Ce qui est vraiment fabuleux, et c'est l'enseignement, je trouve, de ces 2 matchs-là, c'est que quand on a les cadres, c'est-à-dire les tauliers de cette équipe, qui sont les mecs qui depuis 18 mois font la pluie et le beau temps. On va les nommer, hein. Aldrit, Ficou. Bon, Dupont, là, il a son carton rouge en plus. Il avait fait plutôt un bon match. Il était très présent au contact, etc., jusqu'à sa sortie. Mais Aldrit, des fautes inhabituelles, cet en avant horrible que tous les joueurs de rugby cauchemardent de faire, et tu le fais en plus contre les Sudaf sur le premier renvoi, etc. C'est absolument atroce. Tu te fais foutre de ta gueule normalement par tes potes pendant 2 ans quand tu fais une boulette comme ça. Il a le mumu, c'est sûr. Ah, c'est catastrophique. Donc, même quand ces mecs-là, n'étant pas dans un bon jour, ne portent pas l'équipe vers l'avant, font juste, on va dire, leur job, et ben les autres prennent le relais, quoi. Et c'est ça qui est dingue. Quand il y avait l'Automne Cup, où il y avait une sorte de coupe à remporter quelconque, et qu'on est arrivé en finale, et qu'on n'avait pas pu, par une histoire de faire tourner ses joueurs, ou on a mis notre équipe 3 en finale face à l'Angleterre, il me semble. Notre équipe 3 a déglingué ces mecs en face. On a perdu de très peu, mais on a sorti un match dingue. Donc, il y a déjà 2 ans, on nous a montré que est-ce que c'est la génération qu'on a aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que a apporté Galtier? J'en sais rien. Mais en tout cas, oui, ce que tu dis, c'est très intéressant, c'est que on a une équipe où on a des tauliers qui sont mais formidables, badés, je pense, par les plus grandes équipes du monde. Mais quand ils sont pas là, les mecs qui arrivent derrière sont aussi où on tienne le rang. Et j'en veux pour preuve, tu parlais tout à l'heure d'engagement physique. À la 70e, on a fait un ballon porté, mais je me suis levé de mon siège. Tu fais un ballon porté déjà contre les Sudaf, t'es heureux. Mais là, en plus, c'est fin de match. Normalement, tout le monde est crevé. On fait pas des trucs comme ça. Et putain, on l'a porté notre truc. J'ai une confiance vraiment absolue dans cette équipe de France. Et je vais vous dire un truc. Je pense que dans n'importe quel match de rugby, quand tu vois Etzebeth se faire soulever, pardon, parce qu'il a fait l'avion, le mec. Il a fait l'avion, le mec. Quand tu vois Etzebeth se faire soulever, tu sais que t'as des bonhommes en face. Moi, franchement, je vais envoyer un message. Franchement, j'ai vu Etzebeth se faire soulever. Je peux aller dormir. Ça va. Moi, je suis heureux. Allez, les garçons, je boucle ce match-là, mais en fait, c'est un petit truc pour toi, mon cher Théo. Tu dis toujours, il y a un Sudaf sur chaque équipe. Mais non, sur cette équipe-là, il n'y avait pas de Sudaf sur l'équipe de France. Et d'ailleurs, eux, ils ont un Malherbe. Eux, ils ont un Dutoit. Eux, ils ont un Leroux. Est-ce qu'il faut changer la règle, mon cher Théo? Est-ce qu'il y a maintenant, peut-être ça a changé, est-ce qu'il y a toujours un Français sur l'équipe? C'est une très bonne question. Oui, on a déjà parlé de ça, mais vous vous souvenez qu'on a des noms français dans l'équipe d'Afrique du Sud. Il y en a plein, des Dutoit, des Durand. Il n'y a pas de Dupont. Dupont, il est chez nous. Des Malherbe, comme tu dis, etc. Ce sont pour la plupart des protestants français qui étaient partis, notamment aux Pays-Bas, lors de la révocation de l'édit de Nantes à la fin du XVIIe siècle. Et comme ce sont ensuite principalement des gens des Pays-Bas qui se sont retrouvés à la colonisation de l'Afrique du Sud, d'où la présence de tous ces Français d'origine. Ils ne sont pas partis directement en Afrique du Sud, ils sont passés par les Pays-Bas. C'était juste un petit rappel.
Laurent Deutsch, merci. Merci à notre cher Théo pour le cours d'histoire. Allez, on passe à tous les autres matchs. On y va tout de suite à l'Angleterre-Japon. C'était à 16h. Ça démarrait par un peu de trompette, un petit moment de commémoration pour le 11 novembre. God save our king plutôt que notre queen. Moi, je suis un petit peu mal à l'aise avec tout ça. Les Japonais aussi, parce que l'Angleterre, ça démarre très vite. Il y a un petit contre de Marcus Smith. En fait, c'est des Japonais qui ont démarré, mais hors jeu. 3-0. Les Japonais, ils aiment bien jouer à ballon en main. Les Anglais aiment faire des plaquages qui fait ouf. C'est la grosse défense des Roses qui sont en blanc avec un nouveau maillot un peu duto qui fait du mal, notamment le Baby Rhino, c'est l'Anglais Genge qui va faire un gagner à mêlée, penalty essai. Ils vont faire la même chose 10 minutes plus tard, mais cette fois c'est le 15 Stewart qui a un sacré match, qui va faire un joli percé. C'est le jeune Marcus Smith qui finit le boulot. 28 minutes, Japon se montre un peu dangereux, mais ça sort qu'avec 3 points. Et même chose, 7 minutes plus tard, on est 17-6. Les Anglais marquent avant la mi-temps, c'est Genge et ensuite Porter qui marque encore au début de deuxième mi-temps. Donc vite fait, on est 38-6 pour les 50 minutes. Les Japonais, ils ont essayé de rendre des choses intéressantes, mais l'Angleterre est juste trop fort, 52-13. Italie, Australie, vite fait, c'est Capuzzo avec un doublé, avec un dummy magnifique. Australie a pu marquer dans la dernière minute, mais ils ont raté la transformation de la gagne. C'est 28-27 pour les Italiens. Bravo à eux, les Européens. Ouais, les Australiens avaient fait un petit peu de tournée. On aurait pu se dire que, disons que ça relativise la victoire des Français de la semaine dernière, parce que finalement, on les a aussi battus d'un point, nous, c'est-à-dire, c'est à peu près pareil. Les Australiens avaient un peu fait tourner d'abord, et d'autre part, voilà, on l'a dit, l'Italie a une très belle génération. Je pense que c'est super vraiment pour le rugby italien. Et moi, j'ai vu le deuxième essai, je crois, de Ange Capuzzo, qui est à montrer dans les écoles de rugby. Je ne sais pas si vous l'avez vu, quand ils sont tous au soutien, où il y a dans un périmètre vraiment court 4 ou 5 soutiens immédiats et ensuite la porte qui finit par s'ouvrir et l'essai de Capuzzo, mais c'est à regarder en boucle et à montrer aux gamins. Charlie, toi qui vas bientôt être éducateur comme moi, va falloir. Il va falloir. Tu vas pouvoir leur montrer ça, parce que l'année dernière déjà, moi j'avais adoré que mes gamins, je leur avais dit, mais regardez la qualité du 2 contre 1 quand Capuzzo avait fait marquer son coéquipier contre le Pays de Galles. Ben voilà, ce gamin-là, il est toujours dans les bons coups. C'est pas par hasard, et je pense qu'on n'a pas fini de le voir briller sur les pelouses. Il me fait rêver. Déjà, il est dans les bons coups, mais pour en revenir à ce que tu disais sur l'éducation, on dit toujours, on répète, le ballon va plus vite que le joueur. Et c'était une démonstration exacte de ce fait. C'était parfait. Avec Capuzzo, je suis pas sûr. Je pense qu'il va vite quand même. Allez, Nouvelle-Zélande, Écosse. Oui, c'est ça. Nouvelle-Zélande, Écosse, vite fait. Les All Blacks contre les roses, les chardons de rose. Je sais pas, lavender. Je sais pas comment écrire ces couleurs de maillot. Il faut aller voir sur YouTube le couleur. Allez, à 7 minutes, ils sont déjà à 14-0. Les nouveaux Z, mais c'est les petits Écossais qui s'est mis à travailler. Le super Stuart Hogg qui marque et force un carton rouge d'ailleurs. Et c'est le dangereux Darcy Graham qui égalise avec une interception. Donc, on est à 14-14. Il a fallu marquer un deuxième à 30 minutes, mais il a raté pour un petit poil de sa jolie moustache. Deuxième mi-temps, les chardons de couleur, je dirais fuchsia, je sais pas. Je suis en manque de vocabulaire pour décrire ce couleur-là. Ils mènent contre les All Blacks 23-14. Et avant, bien sûr, le remonté des All Blacks, ça finit 23 pour l'Écosse, mais 31 pour les Blacks. Mais bravo quand même pour les hommes. On quitte pour ce super match. Ouais, ça veut dire quand même un 17-0 infligé par les Blacks sur la fin de match aux Écossais, qui ont foutu 55 points la semaine dernière aux Gallois. Donc, faut quand même faire attention. C'est-à-dire que les Blacks, on les avait un peu enterrés. L'année dernière, on leur a mis 40 grains, etc. Ils ont une telle culture quand même de la gagne et une telle haine de la défaite que pour moi, là, ils sont en train de montrer que, voilà, faut pas les enterrer trop tôt quand même. Complètement. J'étais le premier à prendre ce pli là, de suivre enfin ces dominateurs du rugby mondial flanchent un peu, et enfin ils montrent des... on les a peut-être un peu énervés, en fait. On les a peut-être un peu énervés. Ouais. Dans la démonstration la semaine dernière, et là, comme je dis, cette deuxième mi-temps a prouvé tout le talent qu'ils ont, toute la culture du jeu qu'ils ont.
Et ouais, en effet, c'était peut-être une erreur de les enterrer. Flanche, un nouveau mot pour moi. Allez, Pays de Galles, pas grand-chose à dire, mais quand même, ils ont battu Argentine, qu'ils ont battu avant l'Angleterre. Donc, bon, tout est égal en ce moment, je trouve. 20-13 pour Pays de Galles. Ouais, la semaine dernière, on avait dit, Charlie, qu'on voyait bien les Argentins sur une super lancée, faire un sale coup aux Gallois, etc. Eh ben, fallait pas enterrer les Gallois non plus. Moi, je suis ravi pour les Gallois qui avaient, je pense, besoin de cette victoire, besoin de se rassurer. On sait qu'ils sont sur une fin de cycle, ils sont en train eux aussi de dire au revoir à Alan Wynne-Jones, notre modèle, à tous. Malheureusement, qui avons joué deuxième ligne. Les commentateurs qui lui disent au revoir, quoi. Ouais, là, c'est vrai que c'est un peu dur pour lui, je trouve. Donc, je suis vraiment très, très content pour les Gallois qu'ils aient pu faire cette petite mise au point. Allez, dernier match du week-end, c'était quand même des babas français qui ont joué de 15 de All Black. Il faut que tu m'expliques un autre jour cette équipe. Mais c'est des Barbarians qui sont sans notre ami Bastereau qui était censé être capitaine. En fait, il s'est blessé dans le dernier match à Toulon, qui se récupère d'un blessure de biceps, donc je souhaite bonne chance. Mais il y avait quand même beaucoup de stars de top 14. Il y avait Loré, Thomas, Chat, Gomez, Say, Roule, West, Mercier, Astois. Donc c'est dommage que ce match se fait en ce moment où il y a tellement de rugby international. Ce match de Barbarians se fasse en ce moment-là, c'est un peu dommage, je trouve. Mais en tous les cas, les Babas, ils ont gagné 35-31 contre All Black 15. Ouais, All Black 15, c'est une sorte de Baba en fait néo-zélandais. Ils ont tellement de bons joueurs que c'est une équipe 2, c'est une équipe folklore de All Blacks, quoi. C'est un peu... T'imagines T'es contre qui cette semaine, les All Blacks 15? Ah oui, mais... les All Blacks 15 à Bagatelle, là, je crois que ce serait une bouchée. Il y aurait des morts. Allez les garçons, pour finir, on va regarder vite fait la semaine prochaine. Moi, j'ai dit les matchs et c'est à vous de me dire qui va gagner. On a l'Écosse qui a super bien joué contre Nouvelle-Zélande. Ils vont être contre l'Argentine qui vient de perdre contre les Pays de Galles. Mon cher Théo, c'est qui, Écosse ou Argentine? Scotland, of course. Scotland, you say. OK, all right, Scotland, on y va. Attends, je vais m'opposer à Théo quand même. Bon, nos pronostics n'ont pas été très bons la semaine dernière. Mais OK, Scotland for sure. Mais je vais rester moi côté latin. Voilà. Moi, je vais supporter le latin qu'on a en nous, français, et je vais mettre ma petite pièce sur les Argentins. Il y a Pays de Galles contre Géorgie. Ouh, là, ça va envoyer du petit bois, comme on dit, mais je pense que les Gallois, qui viennent quand même de battre les Argentins, devraient disposer de la Géorgie. Ouais. J'avais promis la semaine dernière que l'Italie se ferait disposer aussi de la même façon, avec un peu la même condescendance que j'aurais aujourd'hui pour la Géorgie. C'est vrai, on n'a pas été bon. Ouais. On n'a pas été bon, putain. Mais si tu imagines, là... Si tu... Ouais, tu peux dire la Géorgie, de toute façon. J'ai pas envie de mentir, mais bon, ça va être violent en tout cas. Il y aura un peu de violence, mais. Si tu imagines, imaginez-vous si Géorgie se mettait derrière Movember, ça serait génial. Allez, Italie contre Afrique du Sud. Là, j'aimerais pas être italien pour le coup. Complètement. Je pense qu'ils vont avoir des avions de chasse énervés. Ça va être compliqué pour eux. Ouais. Ceci dit, l'énervement leur a pas apporté conseil, donc. Bon, les Italiens, je les vois pas faire 2 fois de suite un exploit de cette nature contre une nation du Sud. Ils vont faire un beau match, mais je pense que les Sudaf vont quand même... Là, ils ont perdu contre l'Irlande et contre la France. S'ils perdent contre l'Italie, ils rentrent pas au pays. Ouais, je pense que ça va être du jeu. Ils vont en Géorgie, ils émigrent en Géorgie. Ça va être du jeu face à des avants. Je le vois comme ça. Moi. Angleterre contre Nouvelle-Zélande. Oh, ça, c'est des matchs qu'il faut jamais rater. Ouais. C'est à quelle heure ça, Thierry, la semaine prochaine? C'est à 18h30. Le samedi? Le samedi, ouais. Ah la vache. Ça, faut le voir, celui-là. Angleterre, Nouvelle-Zélande, moi, je vais mettre une pièce sur les Anglais. Ah ouais. Moi aussi. Moi aussi. Ah ouais, non. Ça ne va pas dans le code. Les All Blacks de loin. Non, ça va être de loin. Ah si. De loin, les All Blacks. Mais si, parce que quand même, il y a quand même cette fierté du Nord. Enfin, on a quand même envie. No, you guys are wrong. Allez, Ireland, Australia. Shut up. Ireland, Australia. Irlande. Australia. Ah ouais. Australia, parce qu'ils viennent de perdre 2 fois de suite. Et je pense qu'ils ont besoin de... Ouais, ils ont besoin de se racheter
petit truc d'ailleurs, en fait, quand on a gagné contre l'Afrique du Sud, en fait, eux, ils ont dit l'Irlande, c'est la meilleure équipe du monde. Et après, on a perdu contre la France, qui est la meilleure équipe d'Europe. En fait, donc eux, Afrique du Sud, ils mettaient Irlande au-dessus de la France, en fait. Ouais. Donc, assez intéressant. Donc, bon, Irlande, on va voir. On peut reparler du classement international qui est cher à Théo. Oui, déteste ce classement. Et maintenant, c'est sponsorisé par Capgemini. Maintenant, c'est même plus pro parce que c'est le World Rankings de rugby. Capgemini ferait mieux de sponsoriser le pack de potes. Je te le dis. Ah oui, tiens, c'est une très bonne idée. Mais j'ai des ils contacts. comprennent rien là-dedans. Ils ne savent rien. Allez, dernière, les garçons, avant de partir, c'est France contre Japon. Ça va être ce dimanche à 14h. On va évidemment tabler sur la passe de 13. On ne peut pas dire que la France va perdre contre le Japon. Ce serait trop bête à ce stade. Maintenant, attention, il va être obligé de faire tourner. Ils sortent de 2 très gros exploits. Les Japonais, c'est une équipe très surprenante. Ils sont pas faciles à jouer. Ils ont une grande culture de la vélocité et aussi du combat. Donc, voilà. Moi, je mets bien sûr une pièce sur la France, mais je dis prudence. Mais ça, c'est le job des coachs et ils vont le faire. Si les mecs arrivent avec les mains au haut du guidon contre les Japonais, ils peuvent descendre du tatami avec les fesses rouges. Donc, attention. C'est très imagé, mais très vrai. C'est très imagé, mais très vrai. On a eu cette semaine du combat. Je pense qu'on aura du jeu la semaine prochaine. Je pense que ça va plus se déplacer. Après, bon, c'était pas la même équipe, évidemment, mais cet été, quand on est parti chez eux, on s'est fait bien bousculer. C'était pas la même équipe, c'est vrai. Mais si on reste dans la mentalité avec laquelle on a passé ce match de samedi, ça va être compliqué pour nous. Si ça tourne, si on se réoriente vers ce qui a fait notre force pendant très longtemps, depuis Galtier, le jeu et le déplacement, ça devrait aller. Je mettrai aussi une pièce sur la Allez, vous dites pas de score, moi j'ai dit 45-12 pour la France. Direct, donc, oui, non, direct, on y va, on va gagner ce match. Allez, merci les garçons, ça fait vraiment plaisir de faire cet épisode avec vous. Est-ce que vous avez d'autres choses ? Moi, je voulais juste dire, il me semble qu'on n'a pas parlé de Sekou Makalou. C'est quand même vraiment salaud de pas parler de lui. Absolument. Parce que il a fait un match à l'aile alors que c'est un mec qui joue 3e ligne. Ok, il a des cannes de feu, mais il est rentré, il s'est pas posé de questions. Il a été sanctionné de façon très injuste parce que pour moi, il n'était pas tenu. Il avait le droit de se relever. Donc cette sanction-là, elle vaut bien le petit essai un peu borderline de la fin. Hein. Et je voudrais aussi dire que j'étais très très heureux du match qu'a fait Cameron Wauki, qui a fait un match de boss, de papa au pays des Golgoth, alors que c'est pas le mec qui a le plus gros gabarit, et j'espère que c'est un déclic pour lui dans sa saison. Il a été topissime, vraiment il peut être fier de son match. Putain, merci d'avoir relevé ça, parce que la semaine dernière, on en parlait de notre Wauki, on était un peu triste de le voir à un niveau qui n'était pas le sien. Il s'est relevé de fou. Makalou, je voulais pas en parler parce que j'ai peur qu'il y ait une hype un peu très stade français, tu vois, très rose, où on encense ce mec sans arrêt, mais il a prouvé qu'on l'encense pour une très très bonne raison. On peut que encenser des mecs qui au plus haut niveau national sont capables de jouer 3e ligne ou ailier, quoi. C'est énorme, quoi. C'est fabuleux, quoi. C'est génial. Et moi, je voulais juste, s'il faut conclure sur un truc et tout, on a beaucoup parlé de Jelonge, qui est un animal, une belle bête, formidable. Il s'est pris un cul par Colbert. Voilà. C'est vrai. C'est important. C'est vrai. Mais il s'est fait mettre un cul par un ailier, le gars, quoi. Ouais, mais franchement, Charlie, il a aussi mis des plaquages bien sûr. énormes. Non. Il a mis des plaquages énormes. Bref, on va pas refaire le commentaire. Thierry va nous dire qu'on est beaucoup trop long. Moi déjà, c'est vous expliquer exactement pourquoi j'aime bien faire cette podcast, parce que j'aime bien parler avec vous de notre rugby à adorer. Ça fait toujours du bien de vous voir, et donc on va se voir pour la dernière de ces matchs très bientôt. Donc à très bientôt, nos chers auditeurs, nos chers écouteurs, comme j'aime bien dire, parce que on nous dit pas un podcast, on l'écoute. Et donc allez sur les réseaux sociaux et cliquez et likez et toutes ces bonnes choses. Et à très bientôt tout le monde. Exactement, à très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce qu'on vous dit. Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce qu'on a eu tort de penser quelque chose? N'hésitez pas à nous contredire,
même si vous avez tort. N'hésitez pas à faire un petit avis sur ce qu'on vous a dit. Et oui, en dépit de ses dreads, notre Charlie a une mentalité de militaire. Il aurait dû être dans l'armée. Le chef a toujours raison, et quand il a tort, le chef a raison quand même. C'est tout, c'est comme ça. Allez les garçons, ça fait toujours un plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao mon ticket, ciao mon Théo.